Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist du dimanche avec un deck que moi j'affectionne tout particulièrement. Un deck qui a fait couler beaucoup d'encre, que beaucoup haïssent, très peu adorent, mais qui ne laisse pas indifférent. Ce bon vieux Janemba Meul. Janemba a un deck qu'on voit très peu. On le voit de temps en temps être joué faire certains tops, malgré que le deck ait pas eu de support depuis à peu près 10 extensions. Euh, je dis que le deck a pas eu de support? Parce que d'une part, son permanent qui fait qu'on peut pas inclure les drops 5 ou plus l'empêche de jouer énormément de cartes, notamment des drops 5 qui auraient été très sympas dans le deck, le God Sealing qui maintenant est banni, l'Océanus contre-attaque noir de l'archétype Shenron. On peut penser aussi au Roi Cold qui fait meuler 5 quand on joue. Bon, on a tout un tas de cartes qu'on peut pas jouer. Et aussi, ça fait à peu près depuis la BT10, où le bleu a un peu changé de façon de gérer les battles. Là où avant, le bleu avait tendance à bounce back en main, le bleu maintenant a beaucoup plus tendance à mettre sous le deck, et du coup, toutes les staples qui mettent sous le deck, on n'a pas trop envie de les jouer dans Janemba parce que ça va reculer notre létal. Et donc on va voir quand même qu'on en joue quelques-unes parce que les cartes sont beaucoup trop fortes pour pas être jouées. Mais on essaie d'en jouer au moins dans tout ce qui va être Android 17, le Vegeta 3, Dual Attack, tout ce genre de cartes, on verra qu'on va pas les jouer. Donc bon, le leader, je rappelle rapidement ce qu'il fait, on tape, on pioche et l'adversaire meule 2. On s'éveille à 4 points de vie d'étape 2. Et quand on est éveillé, on fait exactement la même chose, à ceci près qu'on a la capacité, une fois par game, lorsque notre leader est attaqué, de défausser notre main une carte bleue pour annuler l'attaque. Et annuler ses capacités pour la durée du jeu, puisqu'on peut le faire qu'une seule fois par game. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est déjà, c'est un peu un joker finalement, si on se retrouve à plus avoir de contre en main, à plus avoir d'énergie. On peut quand même dégate la dernière attaque qui va nous faire survivre et potentiellement gagner la game. Mais surtout le fait que ce soit une auto sur son timing de résolution, il va, disons, se résoudre un peu au même timing que les bloqueurs, étant donné que c'est une auto joueur défensif. Et donc on peut annuler l'attaque, se prendre à contre-contre, et tout de même faire l'auto de Janemba. Et c'est en ça que c'est très très fort. Sachant que bon, les decks, en général, des contre-contre, ils vont nous en faire un par game. Donc on peut negate le seul contre-contre de la game via cette auto, ce qui nous permet d'éviter les all-in sur des doubles ou des triples qu'on a l'habitude de voir dans les decks qui jouent des contre-contre. Donc le deck c'est une carte assez... une carte pardon, n'importe quoi. Une decklist assez classique. Donc je vais pas revenir sur toutes les cartes. On va voir les cartes de Meul dans un premier temps. Donc on a l'unisson, Janemba, donc mon plus 0, puis toi, vous et votre adversaire piochez une carte, et votre adversaire meule la première carte de son deck. Bon, faire piocher l'adversaire, on n'aime pas trop, mais le fait que ça nous fasse piocher nous aussi, c'est extrêmement fort, parce qu'une carte en main de Janemba aura souvent plus de valeur qu'une carte dans la main adverse, donné que Janemba a beaucoup de mal à se faire des grosses mains. Et si l'adversaire se pique trop de PV, le -3 peut quand même mettre un peu de pression parce que sur un tour on est full d'étapes, avec Janaba on a énormément de combo power. Donc bon, on a le petit Bojack, contre-attaque qui fait meuler 1, très intéressant. Ce Bojack c'est la seule raison, enfin la principale raison en tout cas pour laquelle je joue du jaune. Un contre qui fait meuler 1, c'est incroyablement fort dans le deck. Donc cette carte à elle seule justifie le fait de jouer du bleu-jaune. Et là on peut voir que c'est les deux seules cartes de meule que je joue dans le deck. Pourquoi c'est les deux seules? Et bah c'est assez simple en fait. Avec le power creep du jeu et l'accélération de la méta,
on a de plus en plus de decks qui piochent énormément. Et donc au final, on n'a pas besoin de meuler tant que ça, étant donné qu'on va déjà meuler au minimum 2 cartes par tour avec l'attaque leader. Au final, sur les tours 5, 6, 7, 8 parfois, grand maximum, on va pouvoir tuer à la meule. Parce que le mec en face, il est obligé de piocher, parce que s'il pioche pas, il nous tuera pas. Et dans tous les cas, il va être obligé de piocher pour se faire une main, pour avoir des options, pour avoir du combo. Et donc, avec ça, on va pouvoir le tuer à la meule avec très peu de cartes de meule au final. Sachant que bon, les cartes de meule sont assez peu utiles, car elles sont pour la plupart très médiocres. Donc pour continuer sur la Toolbox Bicolore, je joue bon, Kazamasu Eliminator classique, Checkland Bicolore bleu-jaune, plus le contre-mise en jeu qui est, malgré les ratas, tout de même assez intéressant. Même si le contre-mise en jeu ne marche pas parce que la battle coûte plus que 4, et au final, le fait de pouvoir piocher une carte et coucher une battle adverse, ça reste assez intéressant. Et la immortalité, donc ça reste à 1-10 000 qu'on pourra combo un peu plus tard dans la partie si besoin. On a deux virus pour rajouter un peu de bicolore pour le Quinto et un truc un peu plus de terrain qui négate le flux d'énergie. C'est intéressant. Bon, évidemment, on la jouera jamais. Ensuite, de Goku Hit. Goku Hit, pourquoi ça, c'est une carte qui respecte trois conditions. C'est une bicolore. Enfin, c'est une bicolore pour le mana. C'est une carte jaune, du coup, forcément pour Kinto. Et c'est une 0,5000, donc ça brique pas la main. Elle non plus, on la jouera jamais. En tout cas, je l'ai jamais joué durant mes parties. Donc Kinto, c'est pas le meilleur stop turn, notamment contre jaune où on a l'unisson Gohan qui va pouvoir taper avec la trio offense, qui pourra full taper avec Kinto, mais ça est quand même assez intéressant. Et le gros avantage de Kinto, c'est que ça force l'adversaire à taper avec une de ses battles en premier, ce qui peut le gêner parce qu'en général il aime bien taper avec le leader en premier pour piocher et avoir un peu plus d'options dans la game. Et bon, si l'adversaire se trompe et tape avec le leader en premier, ça fait toujours gratter une attaque. Ça c'est sympa, et de toute façon en bleu, on n'a pas de stop turn qui coûte peu cher, mis à part le C17, mais bon ça met sous le deck, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas envie. Et j'en parlais maintenant, on a aussi Protector of People, que je joue pas en main pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Et enfin, bon, en jaune, le gorille classique. On le voit plus trop parce que c'est devenu un peu lent pour la méta. Mais Janemba, c'est un deck dont la principale lacune est la pioche. Donc avoir des gorilles, c'est toujours intéressant. Ensuite, comme carte qui sort un peu de l'ordinaire, on a ce Vegeta qu'on voit pas partout. Mais je pense qu'il est quand même assez intéressant. Avoir un stop turn un peu plus radical que seulement Kinto pour le late game, c'est toujours intéressant contre les decks un peu lents. Tout ce qui est des golden, des decks bleus, ce genre de choses. On a bon, super combo, j'ai choisi de jouer la Vegeta pour pallier euh, à, la manque de draw du leader, et aussi parce que on a énormément d'extra ou d'indimil dans le deck et ça peut parfois brick un petit peu les mains qu'on a. Donc bon, hormis de ça, on a la toolbox bleue assez classique, 4 virus Realm of God qui, bien qu'elle mette sous le deck, on a une carte qui est beaucoup trop forte pour pas être jouée, 4 dimensions magiques, meilleur compte du jeu, 4 Senju, excellente carte défensive, le petit bout en foin. Le fait qu'il soit limité est pas trop dérangeant dans le deck, parce que dans tous les cas on en aurait joué 2 maximum. C'est une carte qui est assez lourde pour un deck Kunjanema qui va pas ramp. Bon, de Dirty Burst, très fort. Et les petites 1-10 000 qui piochent, donc qui font des super combos pour 1, on va dire. Moi j'en joue 6.
Je trouve que 8 ça fait un peu trop, mais ça reste une carte qui est indispensable, car relié avec le haricot magique, ça permet de faire des gros tours de défense, où on va faire un stop turn virtuel. Virtuellement, on peut stop turn en faisant genre deux haricots magiques. On a qu'à 3 ou 4 mana d'étape, et on va spammer les 1-10 000 et tanker toutes les attaques sans perdre de cartes dans la main, autre que pour les Sendus, ce qui est parfois plus intéressant que de faire un stop turn. Enfin, on a Enivré par la justice en main deck. Je trouve que la carte est assez sous-cotée et assez forte dans la méta actuelle. Déjà, on a le fait de pouvoir gérer toutes les Silver Bullet anti-bleu. On a aussi, avec l'avènement de Z-Battle, pas mal de battles à 1 sur le terrain qui vont nous permettre de trigger son effet. Donc c'est-à-dire, pour rappel la carte, on va target un drop 1 en ignorant barrière, et on va soit la mettre sous le deck de son propriétaire, donc ça c'est l'option si on veut vraiment gérer la carte, soit laisser à l'adversaire la possibilité de rajouter le drop 1 choisi à ses points de vie, et ensuite on va piocher une carte et passer une de nos sources d'énergie bleue en mode action. Donc au final, on a la polyvalence de soit gérer un drop 1 Silver Bullet ou un drop 1 qu'on veut absolument gérer, ou soit au final target un drop 1, peu importe ce que c'est, on s'en fout. L'adversaire il peut rajouter un PV dans le deck, enfin c'est pas notre problème, on s'en fout. Et on a un contre qui nous fait piocher un d'étape 1, donc un contre gratuit, que ce soit en termes d'énergie ou en termes de carte en main. Donc la carte reste quand même très intéressante. On a le petit foin, Kamehameha Power Max. Le fait de pouvoir le récupérer dans la main, c'est très intéressant. Ça permet de contrer sans perdre de carte en main. Le fait de. L'existence de cette carte fait qu'on ne joue pas d'espace dans le deck, parce qu'on veut absolument garder nos cartes dans la drop pour le Kamehameha puissance max. Et en plus, on est dans un deck qui va pas forcément spammer les Z-Battle et pas avoir besoin de beaucoup de Z d'énergie. Donc ça, faut faire attention, il y a beaucoup de timing où on va plutôt mettre les cartes en drop plutôt qu'en Z d'énergie, justement pour cette carte qui est extrêmement puissante. Et on a aussi l'activation principale qui est assez utile de temps en temps, qui permet de warp une battle adverse qui a un coût d'énergie supérieur aux énergies adverses, mais qu'on fait assez rarement parce que on a le virus Royaume des Dieux qui fait souvent un peu la même chose. Si la carte est aussi forte, j'en joue qu'une, parce que déjà, une fois qu'on a fait son contre-attaque, on peut pas activer d'exemplaire de cette carte pour toute la durée du tour, donc si on a deux en main, on peut en jouer qu'une, on a l'air un peu con. Et surtout, c'est une carte noire, le deck a déjà quelques petits problèmes de stabilité, donc on veut pas exagérer sur le sujet. On a aussi le Black Smoke, excellente carte ultra polyvalente. C'est un peu notre une condition contre Gamma parce qu'elle permet de gérer l'unisson, qui a un -4 qui est très violent pour Janemba. On fait souvent draw 2 aussi, qui permet toujours de mettre des cartes dans la drop pour le max power Kamehameha. Draw 2 qui va compenser un petit peu le manque de draw du leader. Ou alors gérer une carte en ignorant barrière qui coûte 7 ou moins et qui met en warp, qui met pas sous le deck, ce qui peut être intéressant à certains moments. Et enfin la secret, Vermilion Saiyan. Bon, dans Janemba on n'a pas la possibilité de jouer la plupart des secrets, étant donné que la plupart coûtent plus que 5, enfin 5 ou plus. Mais celle-là est quand même très intéressante, ça fait un clean de board ignorant barrière. On joue bicolore, donc au minimum ça va pouvoir target 2 battles, et donc mettre plus 10 000 au leader. Il y a un petit combo sympa avec le Black Smoke qui permet d'aller chercher cette troisième couleur, ce qui fait passer la secret de bonne mais sans plus à extrêmement bonne. Et enfin bon, contre les decks rouges, bah, ça fait automatiquement 3 couleurs, contre les noirs automatiquement 3 couleurs. Disons que c'est pas la meilleure secret du jeu, clairement, mais elle fait le taf. Et encore une fois, dans Janemba, on n'a pas beaucoup de choix au niveau des secrets. Grosso modo, on a ça ou héroïne, et l'héroïne reste quand même bien moins bonne.
je trouve personnellement. Donc ensuite, bon, pour le Z-Deck, comme je dis tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de possibilités. Étant donné que... pas de possibilités, n'importe quoi, ce que je raconte. Pardon, on n'a pas beaucoup d'utilité à Z-Deck, étant donné qu'on va pas avoir beaucoup de mana disponible pour jouer ces cartes. On a quand même pas mal de choses intéressantes. On a notamment, bon, le petit Vegeta, il peut faire passer à 4. Sur certains cas, c'est utile, mais j'ai jamais joué pour le moment. Le Goku, pas mal de Z d'énergie, mais l'activation principale, ça peut permettre de cycler le deck si on a vraiment besoin d'une carte en particulier pour aller chercher la secrète par exemple. On peut gérer une 5 ou moins, bon, c'est pas très intéressant. Mais les Z battles les plus intéressantes, ça va être le Vegeta SS3 qui peut gérer une barrière. Très intéressant si on n'a pas la secrète. Le Beerus qui va malheureusement mettre bottom deck, donc c'est pour ça qu'on n'en joue qu'un seul. Mais qui a quand même la possibilité de gérer des gros boards, ce qui est assez intéressant par moment. Le sel pour gérer les boards des decks aggro très souvent. Et le gros intérêt du sel, c'est que contre les decks aggro, ils vont avoir tendance à beaucoup speak de points de vie. Et là, la triple frappe est très intéressante, parce que même si l'adversaire est à 4, on va pouvoir swing avec le critique. Donc là, il va être obligé de le défendre, et après, on peut tenter s'il se défend en contre avec un contre B1 par exemple, on le passe à 3 et on peut essayer de tenter une triple frappe au prochain tour. On a quand même des choses à tenter. Et enfin le petit ajout du deck, la C21, donc coûte très cher. 4 de mana, on la fera pratiquement que si on arrive à s'éveiller T4 sur le tour de l'éveil. Sinon ça coûtera trop cher. Permet de gérer 2 battles en mettant qu'une seule sous le deck, donc c'est un peu plus intéressant que Beerus à ce niveau-là si on veut gérer que 2 battles, bien que Beerus potentiellement puisse en gérer 3. On a le petit bloqueur qui a un effet qui se coule sympa, et le fait de pouvoir choisir une capacité d'une carte se trouvant dans la pile Z, on va pouvoir récupérer parfois le Beerus pour donner barrière à cette C21 et avoir un bloqueur barrière, c'est assez sympa. On peut prendre le Vegeta pour lui donner réplique si on veut agresser, mais c'est pas forcément le plus intéressant, je pense. Donc voilà, pour résumer, un deck plan de jeu est très simple, hein, on se défend, on joue comme une serrure, on meule et au bout d'un moment on gagne ou on a perdu. Il n'y a pas beaucoup de timing. Quand même, ne jamais oublier que le deck a la possibilité d'agresser sur certains timings contre les decks qui ont pas mal de tendance à se pique des PV. Donc au niveau du side, toujours pareil, c'est des cartes, soit des cartes de side, soit des options non retenues. Donc bon, contre un de Whis, carte de side, je trouve que c'est souvent un peu moins bien que intoxiqué par la justice, mais contre les decks très aggro, c'est toujours sympa. Zeno peut être intéressant pour une raison très simple, c'est il y a potentiellement des timings où le Zeno sera très fort avec la C21 Z Battle, parce que la C21 peut permettre de ramp, chose que dans le deck on va jamais faire, parce qu'on a trop de possibilités de charger une carte qui n'est pas bleue. Charger une carte qui n'est pas bleue, c'est dramatique pour le deck, parce que déjà, tout ce qui est noir, vert ou rouge, bah forcément on n'en fait rien. En plus, on peut charger la secret, c'est horrible. Et surtout, si on charge une carte qui n'est pas bleue, on a pu accéder à notre super combo. On a pu accéder au Beerus Royaume des Dieux. Et on est dans la merde. Donc, effectivement, Zeno peut être assez sympa pour le côté récupérer quelque chose qu'on a changé en mana. Ça aurait pu être une tech envisageable dans une méta très lente où on pourrait jouer la C21 à toutes les games. Malheureusement, le fait de jouer C21 est beaucoup trop rare pour justifier la présence de Zeno dans le deck selon moi. Donc ensuite, bon, Dabra, carte de side évidemment.
On la jouera probablement pas dans la méta actuelle parce que End Control est très peu représenté, assez faible. Deck c'est vert pardon, c'est clairement un mauvais deck. Globalement, bon, le meilleur deck vert c'est AOD, le deuxième meilleur deck vert c'est Golden Jaune en mono vert. Bon, troisième meilleur deck vert c'est C16 peut-être, c'est qu'un deck bleu. Bon, on se rend vite compte que le vert c'est mauvais. Ensuite, on a une carte qui est ultra intéressante dans cette, qui est là exclusivement pour contrer jaune. En fait, le problème de jaune, c'est que souvent il va vous péter la gueule avec ses unissons. Et donc, cette carte, donc je rappelle, c'est un contre-mise en jeu unisson. Parce qu'il y a un errata, on peut jouer cette carte qu'en réponse. Ah bah de toute façon, en fait, il y a un errata, mais qu'en anglais, c'est correctement marqué en français. Donc soit l'adversaire va retirer un marqueur de l'unisson pour toutes les deux cartes dans sa zone de dispersion et sa dimension parallèle, donc c'est-à-dire tuer l'unisson, vu qu'on joue un deck meule, ou la place dans la zone de dispersion, ok, pourquoi pas. Et s'il le fait pas, l'adversaire ne peut attaquer qu'une seule fois pour toute la durée du tour. Donc en fait, globalement, cette carte elle dit que pour 1, il va pouvoir jouer son unisson, mais il pourra pas taper avec. Donc, deux cas possibles. Soit il tourne pas autour de la carte, ce qui est assez probable étant donné que la carte est très peu jouée, voire pas du tout jouée. Il joue son unisson au début de son tour. Vous faites ça, bah il est niqué, parce que soit il passe son tour, soit il perd son unisson. Et si, je sais pas, votre adversaire il connaît votre DL ou c'est un BO3, il l'a déjà vu, bah là dans ce cas-là, il va jouer l'unisson plutôt sur la fin du tour. Et dans ce cas, vous allez jouer cette carte et vous allez quand même empêcher l'adversaire de taper 3 fois avec l'unisson. Il pourra taper qu'une seule fois avec. Donc au final, bon, ça delay un peu le problème d'un tour vu qu'il pourra le faire au prochain tour. Mais c'est quand même une carte assez intéressante et elle est surtout là pour le côté surprise. Parce qu'honnêtement, je pense pas que votre adversaire s'y attendra. Bon, le permanent, on s'en fout, mais on a aussi une activation principale au combat qui est assez utile dans certains cas. Votre adversaire choisit de ses cartes de combat avec un coût d'énergie inférieur au nombre de cartes dans sa zone de dispersion et la transfère dans une dimension parallèle de son propriétaire. Donc bon, de temps en temps, ça peut être sympa ou utile. Surtout l'effet activation combat. Si l'adversaire n'a qu'une seule carte de combat en jeu et qu'il essaye d'all-in avec, là vous pouvez bien vous amuser avec ça. Et pareil, votre adversaire ne tournera pratiquement jamais autour de cette carte. Ensuite on a pareil, super combo Zamasu, que je ne joue pas bien qu'elle soit intéressante, en combinaison avec le Bojack Arrival. Bojack qui est une carte qu'on voyait historiquement beaucoup dans Janemba, mais que j'ai décidé de cut, pour une raison très simple. Oui, coucher une carte, adverse c'est fort. Oui, ferme-les 1 l'adversaire c'est fort évidemment. Mais ça fait beaucoup de pertes de cartes en main. Pour au final une carte qui ne bloquera jamais. Parce que bon, autant il y a 2 ans, cette carte elle pouvait ne pas se faire gérer suivant les decks. Autant maintenant il n'y a absolument aucune chance qu'elle arrive à proc son bloqueur contre les decks de la méta. Donc au final la carte perd un peu de son intérêt je trouve. On a ensuite le Jired, qui est une excellente carte de side. On pourrait penser, au prime abord, que Jiren ne sert à rien dans le deck, étant donné que si l'adversaire fait un C17 Turning the Tide, il va faire du plus 10, plus 15 dans son deck, donc vous n'arriverez jamais à le meuler. Mais la petite subtilité qu'il faut apporter à ça, c'est que ok vous le meulerez plus, mais par contre l'adversaire il a plus de cartes en main. Dans le deck vous avez du critique, vous avez de la grosse force de combo. Cette carte elle est vraiment là pour dire ok tu Turn the Tide. Par contre j'espère que t'as beaucoup de points de vie parce que moi je vais te péter la gueule. Et battre un joueur de bleu qui est tout content d'être passé de 5 à 20 cartes dans le deck, qui se voit gagner et qui se fait tabasser la gueule par un Janemba, c'est assez jouissif je trouve. Ensuite on a le petit Goku Black Rosé qui a certaines utilités je trouve dans certains cas. Il pourrait clairement remplacer un Beerus bicolore ou un Goku bicolore. Mais oui, qui pour rappel, donc on annule l'attaque et
si l'adversaire a source d'énergie ou plus, on va pouvoir détape 2 sources d'énergie bleue et les passer en mode action. Donc en gros, c'est une contrainte de Whis globalement dans ce cas-là, sauf que vu qu'on joue la battle, c'est un 10 000. Et en plus, c'est une carte bicolore qui nous permet de, mettre, de stabiliser un peu la mana base des bicolores. Et si l'adversaire a 300 d'énergie ou moins, on peut choisir une de ses cartes de combat et un d'inertie et la rajouter à ses sources d'énergie. Ça peut être un moyen de gérer une carte problématique, mais ça va être souvent assez compliqué à faire. Donc oui, c'est une carte qui peut être intéressante. Moi, je pense qu'elle fait pas le top cut à l'heure actuelle, mais si vous aimez vraiment la carte, vous aimez Rosé, pourquoi pas, c'est pas totalement choquant. Et enfin, bon, Deadly Force Poison, je présente plus la carte, ça blanque, ça pioche, ça coûte cher, mais dans le deck c'est pas forcément un problème. Et surtout, c'est notre meilleure arme contre les golden couleurs qui pullulent en ce moment dans la méta. Bon voilà, cette decklist du dimanche est maintenant terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Un deck plutôt sympa qu'on voit plus trop, que les gens détestent. Donc si vous aimez bien casser les couilles aux gens, c'est une bonne option je pense. Et puis bon, vu que le deck est beaucoup moins fort et beaucoup moins représenté, je pense que la haine du deck c'est un petit peu estompé. Donc voilà, en tout cas merci de nous avoir écoutés. Et à toutes pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut les terriens.